Bonsoir à tous sur le 153 sélection Zokora du Maestro. Bienvenue dans la team de Maestro saison 2. Le diable c'est menteur. Aiglé. Tokos. Bonsoir à tous sur le 153 sélection, la team des maestros. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, il est à mes côtés, c'est mon nanan, Henri-Joël Bois, ici présent. Il est bien en tenue en dozo, c'est Dieu encore. Bonsoir maestro, bonsoir à toutes et à tous et merci aussi de faire confiance aux chaînes du groupe RTI. Merci d'être sur la 3 pour suivre la team des maestros saison 2. Nous sommes là pour des infos, pour du fun et surtout pour mettre de l'ambiance sur vous, même si c'est le soir. Voilà. Merci Henri-Joël. Elle à ma gauche, c'est la lumière de cette team de maestro, elle est charmante. Elle a du verbe, elle sait parler, elle est présente Marie-Paul Kwasi. Comment tu vas? Ça va super bien, mais je ne vous ai pas trop senti. Normalement, on devait faire un tonnerre d'applaudissements pour Poggy. Bravo! Merci beaucoup. Et je suis tellement contente que je vous retrouve. Merci beaucoup. Je sais qu'on va faire une très belle émission aujourd'hui. Henri-Joël, Oui. Paul, ce soir, notre invité est très spécial. Très C'est spécial. une dame sublime. Elle dégage le courage, la motivation, la résilience. D'accord. Elle lutte pour une cause. D'accord. Marcher par le sport et combattre le cancer. Elle est présente. Venons accueillir Marie-Pierre Koudou Bousquet. Bon, ça, on peut applaudir. Bonne arrivée. Merci. Marie-Pierre Koudou. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité Et ce encore, soir. félicitations pour ce combat gagné. Parce que pour moi, déjà, il a gagné ce combat. D'accord. Mais pourquoi à travers le sport? Pourquoi à travers le sport? Parce que je savais faire que ça. Ok. Non, belle réponse quand même, hein, belle réponse. Alors, c'est Bousquet ou bien Busquets? Parce que le nom, là, tel que c'est écrit, nous, on connaît un joueur espagnol qui s'appelle Busquets, Sergio Busquets. Ici, c'est écrit C'est la même chose, hein, Busquets. C'est écrit Bousquet, mais comment on le lit, ça. la prononciation? Busquet ou bien Busquets? Alors, j'ai pas gagné la Coupe du Monde. Ah ben, dommage. Donc c'est Bousquet, c'est pas Bousquet. Ah ben voilà, d'accord. Donc, il peut arriver qu'on se trompe et qu'on dise C'est pas grave, Busquets. c'est pas grave. Voilà, ok, super. Angèle, parce que le docker est planté, on peut commencer. Oui, aujourd'hui, on va parler de sport et de thérapie, ce que le sport peut permettre dans la vie d'un être humain, surtout dans la vie de quelqu'un qui traverse des moments difficiles, notamment au niveau de sa santé. Et raison pour laquelle nous avons invité Marie-Pierre Koudou Bousquet pour nous entretenir sur tout cela. Allez, on va commencer Bien sûr. avec les questions. OK? Qui commence? Moi, je commence. Hein. OK. À quel moment votre cancer a été dépisté? Il a été dépisté en août 2023, c'est-à-dire que ça va faire 3 ans maintenant. Merci beaucoup. Elle a donné un très bel aperçu de ce qui nous attend tout à l'heure. On a parlé de cancer, on a parlé de rétablissement par le sport. C'est dans notre affiche du jour. Alors, nous sommes de retour ici dans la team de Maestro saison 2. Nous sommes là pour parler de santé. Et surtout, qui dit sport, qui parle de santé. Sur la 3, nous, on fait du sport. Sur la 3, on fait de la musique aussi. Mais aujourd'hui, on va plus se pencher vers le volet sport et santé. Vous avez parlé de cette détection en août 2023 de la maladie. Oui. Normalement, tout de suite, quand on détecte ce genre de maladie, c'est à l'hôpital. Alors, dans la Suisse, comment ça s'est passé? Au départ, quand on détecte un cancer et qu'on vous l'annonce surtout, comme tout le monde, on se dit pourquoi moi? Ouais. Voilà. Mais ça arrive à tout le monde. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde, excusez-moi. Ça peut arriver à tout le monde. Donc il est tellement important de se faire dépister déjà pour savoir si éventuellement on a quelque chose ou pas. Et les femmes doivent se faire dépister à partir de 40 ans, doivent se faire dépister très régulièrement. Et qu'est-ce qui a changé dans le quotidien en apprenant ce cancer? Dans mon quotidien, ce qui a changé au départ, c'est de plus trop me projeter sur l'avenir. Au départ, c'est ça.
Voilà, les premiers temps, on est un peu KO. Et par la suite, avec votre famille qui vous soutient, moi j'ai mon mari et mes enfants qui me soutiennent, j'ai pu reprendre le dessus. Et je faisais déjà du sport avant la maladie. Alors j'ai continué à faire du sport pendant la maladie, jusqu'au jour où je me suis dit, ben, ça va peut-être aider que je fasse du sport et que je cours pour une cause, la mienne et celle de mes sœurs ivoiriennes. Alors, quel sport pratiquez-vous avant, bien sûr, vous avez parlé de ce sport-là que vous pratiquiez, bien sûr, avant la maladie. Quel type de sport pratiquez-vous? Alors, jusqu'à présent, je pratiquais pas mal de natation, de la boxe aussi. Ah oui, de la boxe, hein? De la boxe aussi, oui. Je vais faire gaffe. Hein. D'accord. OK. Et de la course, beaucoup. D'accord. Oui, mais je ne sais pas si je me trompe. Selon mes informations, vous courez à 30-40 km par jour. Est-ce que c'est vrai? Je Vous courez par jour à 30 à 40 km par jour. Pas courir 30 km. Oui, à peu près. Enfin, non, peut-être pas 30 km par jour. Je cours une quinzaine de kilomètres par jour, à peu près, en moyenne. Quinzaine. Voilà, en moyenne. En fait, sur une semaine, parce que je cours un peu tous les jours, sur une semaine, j'essaye de faire entre 80 et 100 km. Ok, mais quels sont vos prochains défis à relever? Alors, mes prochains défis à relever, alors comme vous le voyez, on l'a vu tout à l'heure derrière, j'ai participé à une course depuis 3 ans qui s'appelle la Backyard. C'est une course où le dernier qui s'arrête a gagné. Donc, ça peut durer des heures, des heures, des heures, des heures. Et on a fait une course au mois de mai. Et je me suis qualifiée pour les championnats du monde par équipe. On était 15. Ça, c'est ça. Bravo. Et ça, c'est un bel exemple de résilience. Hein. C'est-à-dire que malgré cette maladie-là, Ouais. que d'ailleurs vous avez vaincu, et d'ailleurs on vous félicite pour cela, vous ne vous êtes pas arrêté à ce point-là, vous avez continué, et aujourd'hui vous êtes qualifié pour une compétition à l'international. Voilà, c'est ça. Donc en fait, si vous voulez, je me suis beaucoup entraînée déjà. J'ai un coach qui m'aide aussi beaucoup, et physiquement et mentalement. Et puis moi, toute seule aussi, je cours pas mal. Et puis je cours aussi avec des amis. Et c'est vrai que j'ai voulu prouver que malgré la maladie, malgré les médicaments, parce que j'ai des traitements assez lourds, je suis en hormonothérapie, j'ai des traitements pour les douleurs, et bien j'ai voulu prouver que même si quand le matin je me lève, je suis engourdie de partout, on dirait que j'ai 92 ans, et bien qu'au fur et à mesure de la journée, le matin je me lève, il est 4h30, 5h, je vais courir, et ça va. Ok, moi j'étais sportif aussi de haut niveau. Ouais. Mais en vous voyant là, vous parlez, je suis scotché. Mais d'où tirez-vous cette force, cette énergie-là pour pouvoir vous surpasser? Parce que c'est important aussi ça. D'où je la tiens, je pense que dans la famille, on est un peu comme ça, déjà. Je suis bêtée, c'est peut-être ça. Non, Il ne fallait pas. Non, mais sérieux, il ne fallait pas. Marie-Pierre, il ne fallait pas parce que là. Ça, c'est l'erreur. Non, ça c'est une grosse erreur. Et ça va y aller pour au moins 1 mois. Nous sommes Un mois de. C'est la force, la résilience. Marie-Pierre, chapeau à toi. Merci. Alors dans cette lutte-là, vous avez parlé de cancer de sport. Alors, vous qui êtes déjà dans le domaine, qui connaissez un peu plus ou moins tout ce qui se passe autour de cette maladie, surtout de la capacité, de cette résilience, à cette capacité-là à pouvoir sortir, à pouvoir battre ce cancer-là, est-ce qu'il est prouvé que ceux qui, en même temps, allient le sport au traitement médical, est-ce qu'il y a un pourcentage qui détermine une guérison plus rapide de ces personnes par rapport à ceux qui ne pratiquent pas le sport quand ils vivent ce moment? Alors oui, alors j'ai pas les chiffres, mais il est clair que le fait de faire du sport, moi, mon oncologue, mon chirurgien, il n'y a aucun de ces praticiens m'a dit arrêtez. Au contraire, ils ont su que c'était mon moteur. Ils ont compris d'ailleurs la première fois je suis allée voir mon oncologue et mon chirurgien, ils ont dit Madame Bousquet, il va falloir commencer à faire du sport. Et j'ai un ami qui était là qui a dit non, il faudrait déjà l'arrêter. Donc arrêter parce que j'en fais trop. Ah d'accord. Vu qu'on parle de voilà. sport, donc forcément, Donc, oui, ça fait du bien. des palmarès à nous dire. Le sport, vous Oui. allez bien. Est-ce qu'il y a un trophée qui vous a plus plu dans votre sport de pratique?
Alors, ce qui me plaît aussi énormément, c'est quand je fais des marathons. Alors là, quand je vous parlais de la backyard, c'était une course de longue endurance. C'est quoi la backyard? Alors la backyard, c'est une course où vous courez pendant des heures et des heures. C'est le dernier qui a gagné, c'est le dernier qui s'arrête qui a gagné. Nous avons cette chance ici que le champion d'Afrique est un Ivoirien, donc Marius, donc bravo à lui, et il court 86 heures d'affilée. Moi, je n'en fais que 16. Voilà, mais c'est déjà énorme pour moi. Et donc c'est une course où vous courez pendant 1 heure. Enfin, vous avez 1 heure, toutes les heures il y a un départ et il faut faire 6,7 km. Donc entre-temps, vous vous reposez un peu et puis vous repartez. Donc ça, c'est une course d'endurance. Voilà. J'ai fait mes recherches. Qui est Tizier Ange? Alors, Tizier Ange, c'est un journaliste qui me suit depuis bientôt 3 ans. On va dire 2 ans et demi plutôt, et qui me suit à travers toutes mes courses. Quand je suis en marathon aussi, vous me disiez ce que j'aimais aussi, c'était les marathons. J'aime aussi beaucoup faire des marathons, donc Ange me suit sur toutes les courses. Il me suit pendant mes entraînements et il essaye de parler un peu, de montrer les images d'une personne malade. Et moi, évidemment, ça m'a marqué parce qu'il a fait sur vous un documentaire où il vous fait partout. Et moi, franchement, dites-lui merci encore à lui, à Tizier Ange. Moi aussi. Moi aussi, parce que j'espère que ça fait changer les opinions. Moi, il y a 2 ans que j'ai commencé à dire que j'avais un cancer, parce qu'au départ, on n'ose pas le dire. On a honte. Pourquoi? On ne sait pas. Alors que ce n'est pas du tout une honte d'avoir un cancer. Voilà. Donc ça arrive à tous, ça peut arriver. Donc voilà, on n'a rien fait de mal. Donc on a commencé à en parler. Ange a voulu me suivre sur cette... Ange m'a dit, je vais tourner des images, on va voir ce qu'on va en faire. On a fait un film de 52 minutes et on est en train d'en tourner un second parce que j'ai aussi beaucoup de chance. J'ai une fondation qui me suit, c'est la fondation Porteo, et qui nous aide, donc je les en remercie, qui nous aide à pouvoir tourner toutes ces images, tous ces films, et aussi nous aide quand on va sur le terrain, parce que je vais aussi sur le terrain tous les samedis dans les quartiers pour parler aux dames. Alors, est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez mis en place, c'est vrai que vous avez parlé de la fondation, oui. Est-ce que de façon concrète, vous avez mis en place, je dirais peut-être un petit comité ou un rassemblement de femmes qui traversent le même problème ou qui a traversé le même problème que vous, et par le sport, afin qu'elles puissent recouvrir rapidement la santé? Alors, à aujourd'hui, ce que je fais, c'est que c'est des associations qui m'appellent. D'accord. Et elles font des actions. Et moi, je me mets sur ces actions-là. Et donc, lors de rassemblements, soit c'est de la course, soit c'est des discussions, de l'information, voilà. Ou soit c'est aussi à des moments, c'est pour ça qu'à des moments, je vais aussi sur le terrain et justement faire du dépistage. Là par exemple, sur les images, on vous voit dans un champ de palmier, une palmeraie. Une palmeraie. Alors, c'est quoi? Quelles sont ces zones de compétition? C'est une compétition ou c'est ce que vous avez l'habitude de faire les week-ends? Non, alors là, c'était le championnat, le premier championnat du monde par équipe auquel je me qualifiais à la backyard. Alors j'avais, en plus, vous voyez, j'avais un bras dans le plâtre. Voilà, je venais opérer. Et c'était la première édition et pour moi et pour nous en Côte d'Ivoire. Et c'est pas ce qu'on fait tous les week-ends, hein. Là, c'est vraiment la compète pure, quoi. Mais par contre, tous les week-ends, on fait au moins une sortie de 20, 30, 40 km. Okay. Alors, quels sont les sports qui sont conseillés pour des personnes qui ont ce genre de maladie, qui ont le cancer? Quels sont les types? Parce que là, vous avez parlé de course, vous avez parlé de boxe, mais en général, quels sont les sports qui sont conseillés? Alors, les sports qui sont les plus... On peut aller plus tranquille. Ouais, plus tranquille. La marche, c'est génial. Faire une demi-heure à 3/4 d'heure de marche par jour, c'est extraordinaire. Les personnes qui ont un vélo d'appartement aussi. Mais la marche, ce qui est bien, c'est que ça ne coûte rien. On prend juste ses baskets et on sort. Donc la marche est vraiment très conseillée. On peut aussi faire un peu de yoga, de détente, un peu pour souffler.
Et c'est surtout ces sports-là, parce que c'est vrai que la boxe, là, je l'ai un petit peu arrêtée vu les différentes interventions que j'ai eues. Donc la marche est vraiment bien. Je pense que ça Alors, posait. bon, moi, j'allais en venir sur les autres disciplines qui pouvaient être utilisées comme thérapie et tout pour des personnes porteuses du cancer. Mais vu que vous avez une organisation, est-ce que vous avez pu approcher d'autres organisations ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir leur faire comprendre, faire des panels par exemple, pour leur montrer l'importance du sport lorsqu'on est porteur du cancer? Alors, je suis allée sur le terrain, par exemple, en faisant du sport sur un parking, vous savez, le samedi matin. Oui. Voilà. La sportive Donc, du dimanche, là, du week-end. Là. Voilà, du week-end. Et là, à ce moment-là, je fais la séance de sport, de fitness. Moi, je suis moins fitness, hein. Je fais quand même la séance de fitness. Et là, je fais de la sensibilisation. Et alors, prochainement, en fait, je compte créer ma propre association où, justement, faire des activités sportives, justement, certains week-ends organisés aussi pour les femmes qui en ont envie, qui en ont besoin. Et on me demande souvent pour ça déjà. Alors, pour cette compétition à laquelle vous allez participer, à laquelle vous vous êtes qualifié, déjà, comment vous allez préparer cette compétition-là? Alors, je la prépare d'ores et déjà. On a un gros planning de courses tous les jours, quasi. Je suis aussi avec un coach qui me fait faire du renforcement musculaire et qui me fait faire aussi des étirements, beaucoup d'étirements. Et après, j'ai décliné pour le massage aussi, puisque j'en ai besoin justement pour mes articulations, parce que mes articulations me font souvent souffrir. Et c'est comme ça que je vais me préparer. Et en plus, ça va m'aider parce que quand je vais pouvoir courir la backyard, je vais pouvoir aussi bien m'entraîner parce que je fais le marathon de New York au mois de novembre. Wow. Ok, moi j'ai juste que ça poser. Juste savoir, c'est quoi la différence entre le dépistage et l'hormonothérapie? Alors, le dépistage, c'est quand une personne, je vous dis à partir de 40 ans, mais même à 30 ans, on peut faire un dépistage tous les 5 ans, et à partir de 40, tous les 2-3 ans, c'est bien. C'est-à-dire que une dame va dans un centre, il y en a plein sur Abidjan aujourd'hui, va dans un centre et va voir un médecin. Et va lui demander si elle peut faire une mammographie. Okay. Donc déjà, on va lui poser pas mal de questions. Et après, on va lui détecter, on va lui toucher son sein, savoir si elle a des ganglions. Et après, on va faire une mammographie, ça fait pas mal du tout. Voilà, c'est une machine qui permet de voir si vous avez une tumeur ou pas. Et alors après, l'hormonothérapie, c'est différent. L'hormonothérapie, c'est un médicament qu'on prend pendant le cancer ou après. Généralement, on le prend pendant au moins 5 ans pour éviter que le cancer ne puisse revenir. Dans votre cas, quel était votre choix entre les deux? Alors moi, je n'ai pas eu de choix. Alors déjà, j'ai eu un premier cancer en 2023, un second en 2024. Et on ne m'a pas laissé de choix, c'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, il va y avoir de l'hormonothérapie. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que suivant les oncologues ou les médecins, on ne commence pas par le même parcours. Certains commencent par de la chimio, d'autres par des rayons, certains par une opération et certains par de l'hormonothérapie. Voilà. C'est vraiment un bel exemple de résilience avec Marie-Pierre Koudou-Bousquet, pas Bousquet, voilà, qui nous explique un peu ce que le sport vraiment a apporté dans cette lutte contre le cancer. C'est vraiment plus du volet médical quand même, ouais. Le volet sportif quand même, où le sport que vous pratiquez a vraiment joué un rôle très très important dans cette lutte. Oui, c'est le mental, ça m'a forgé un mental. Un mental de BT. De BT. Autant il je savais que ça allait revenir. Autant pour moi. Et aussi de se dire que voilà, il y a la vie. Voilà, le mot cancer ne veut pas dire mort, c'est pas vrai. Il y a la vie et il y a le sourire. Il y a de très bons moments que je passe encore aujourd'hui avec vous et j'en passerai encore beaucoup. Donc c'est pour évidemment. dire que voilà, on est là, on est tous ensemble, on s'entraide. Et c'est la vie. C'est vrai, on parle du cancer du sport, mais je veux dire aussi, soit par le côté
de la famille intime, Barry, les enfants, comment était l'apport envers vous? Oui, alors mes enfants et mon mari m'ont beaucoup aidé parce qu'ils m'ont soutenue. C'est vrai qu'il faut penser souvent aux familles parce que surtout parce que les enfants n'osent pas parler, ils n'ont pas osé beaucoup me parler, pas beaucoup de me poser de questions parce qu'ils disent si je pose des questions à maman, peut-être que ça va la gêner, peut-être que voilà. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué en général parce que les enfants n'ont pas trop, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Europe, on n'a pas d'espace pour que les enfants puissent s'exprimer quand les parents ont une maladie, que ce soit un cancer, que ce soit un anévrisme. Voilà, les parents n'ont pas, les enfants n'ont pas trop d'endroits. Donc nous, on se doit de faire attention et c'est vrai que moi j'avais envie qu'ils voient une maman pas au fond du lit, pas en pleine déprime et pourtant si on est comme ça, on a le droit aussi parce que c'est pas facile. Mais moi j'avais envie pour eux qu'ils voient une maman combattante. Donc c'est ce que j'ai fait et pour mon mari aussi. Et là, vous êtes une vraie combattante. On rappelle que nous sommes dans la team de Maestro, la saison 2. On reçoit aujourd'hui Marie-Pierre Koudou-Bousquet qui a vaincu le cancer. Et surtout avec l'apport du sport. Donc faites du sport chez vous. Voilà, faites du sport. Pas seulement que les samedis. Et quand vous avez le temps, quand vous descendez du boulot. Voilà, Maestro, il a arrêté de faire du sport, je ne sais pas pourquoi. Pour quelqu'un qui a joué une Coupe du Monde. 3 Coupes du Monde, s'il te plaît. Non. Pour quelqu'un qui a joué déjà une Coupe du Monde. C'est l'exemple que je donne. Pour quelqu'un qui a joué 3 Coupes du Monde. 2006, 2010, 2014. 2014, combien de cannes? 6 cannes. 2002. 2006. 2006, 2008, 2010, 2012, 2013. 13, 14, non, 15 t'étais pas là. Où est la remporté? C'est mal fait. Où est la remporté? Et puis, combien de sélections d'équipe nationale? Bon, moi, franchement, je suis très content de sa résilience, son courage. Mais est-ce qu'elle a un message à lancer à tous ceux qui souffrent du cancer comme elle? Un message à lancer, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'espoir. La médecine fait beaucoup aujourd'hui pour qu'on puisse trouver des traitements qui améliorent notre vie, des opérations aussi. Le gouvernement aussi a mis un numéro en place, un numéro qui est le 143, c'est un numéro vert. Un numéro vert. Vous pouvez appeler à tout moment. Si vous avez des questions particulières, si vous pensez que peut-être vous avez quelque chose, une boule, si jamais vous pensez que peut-être vous n'avez pas forcément de moyens, appelez le 143. Donc j'ai envie de dire, à aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises en place, il y a plein d'hôpitaux de cancérologie qui sont mis en place avec des nouvelles technologies, des machines de plus en plus sophistiquées. Donc n'ayez pas peur et surtout n'ayez pas peur d'aller vous faire dépister parce que je connais des dames qui me disent « Ouh là là, moi je préfère pas parce qu'on ne sait jamais ». Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas bien. Marie-Paul, on marque une coup de pause pour la... Pub. Oh, Pub. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro-ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Il est présent, Mondozo,
Qu'elle passe. Elle passe là. Oui, À la merci, Bousquet. merci, Hein? merci. Oui. Il passe à la Bousquet, hein? Ouais, Bousquet, il faisait des très très bonnes passes. Bon milieu de terrain, devant la défense technique. Il avait quand même son style Il est particulier comme à lui. Marie-Pierre Bousquet aussi. Elle fait des Oui, bonnes passes. elle fait beaucoup de passes, surtout à ces dames-là qui traversent des moments difficiles, qui ont été dépistées du cancer. On a parlé du volet médical, on a parlé du sport qui est venu en appui dans cette lutte-là. Et le côté nutrition, comment ça se passe? Alors, il est clair qu'il y a certains aliments qu'il faut moins manger. Le sucre. Le sucre, c'est le cancer du cancer. C'est-à-dire que... Allez, Paul, prends note. Hein. Je note. Il faut moins manger de sucre, voilà, sucré, c'est Quand on pas, parle de très bien. sucre, c'est pas seulement le sucre classique qu'on connaît, hein. Il y a aussi Voilà, et tout tout ce qui est sucre raffiné dans les Raffiné. aliments, dans les plats tout prêts, dans les D'accord. plats Le tout riz, hein. préparés. Le riz, Oui, le la pain. tiéké. Ah, alors moi... Parce que là, on est dans C'est un comme pays votre où menu. la tiéké, là, Voilà. la tiéké, là. Alors, moi, je dis que attiqué sauce graine, foutou, sauce graine, tout, attiqué poisson, c'est très bon, mais avec modération. Avec modération. Voilà. Elle dit attiquer sauce grise. Là, c'est rien à rigoler. Et c'est tout, hein? C'est un plat de bêtises. Oh. Non, il faut vraiment prendre conscience qu'il faut moins mettre de gras dans les aliments, qu'il faut moins manger sucré et surtout avec des quantités plus réduites et manger des légumes et des fruits. On a de superbes fruits ici, notamment la mangue, l'ananas, la banane. On a des fruits, des légumes aussi. Donc il faut varier l'alimentation parce que de ne pas varier l'alimentation, on peut avoir de nombreuses maladies, que ce soit cancéreuses ou cardiovasculaires. Donc quand on a un cancer, on doit vraiment faire attention à ce qu'on mange, aux quantités et bien manger, ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. En plus de bien manger et surtout d'avoir cet apport médical-là, il ne faut pas oublier de faire beaucoup de sport. Parce que chez nous, ici, on parle de sport. Le sport, c'est la santé. Et c'est le moment pour nous d'aller dans l'Ekberet TDM. On a Marie-Paul qui est là. D'accord? C'est-à-dire que l'Ekberet, en ivoirien, tu vois un peu de quoi on parle, non? Oui. L'Ekberet, là. Affairage. Alors, la ferrage, c'est son travail. D'accord. Elle se promène, elle cherche les infos, elle nous les envoie et puis on essaie de décortiquer. Alors aujourd'hui, c'est quoi Tekberet? En tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup voyagé. C'est-à-dire que je me suis rendue en Tunisie, je me suis rendue en Italie, je suis partie en Tanzanie, je suis même allée jusqu'au Brésil pour chercher des informations pour vous. C'était quoi, à vélo? Est-ce qu'on va au Brésil à vélo, papa? Ah, on sait jamais. Je te ai dit quoi? On sait jamais. Non, alors, je me suis tout d'abord rendue en Tunisie. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a eu un débat qui a fait un peu parler sur le plateau. C'était le sujet sur l'ex-joueur de l'Arica Sport d'Abidjan, Leï Dipama. Et oui, je me suis rendue en Tunisie pour avoir les impressions sur le choix. Pourquoi le choix du joueur s'est porté sur la Tunisie? Pourquoi le choix du joueur s'est porté sur la Tunisie? On l'écoute. D'accord. Hello, bonsoir famille, moi c'est Dipama Leï Uriel, le joueur de la Massa Sportif Club de la Tunisie en première ligue. Et je salue au passage l'Atea Maestro. Je voulais revenir un peu sur mon départ de l'Africa. Voilà, j'ai eu plusieurs propositions, mais j'ai choisi la Tunisie parce que le projet m'a vraiment impacté. J'ai senti vraiment une ambition, une confiance du club, du staff, au-delà du contrat. C'est l'envie de construire quelque chose ici qui a fait la différence. La Tunisie, c'est un grand pays, des grands supporters incroyables et un championnat qui monte, même avec des offres. J'ai voulu venir ici pour un nouveau challenge, porter ce maillot et vivre ces grandes passions positives. C'était un choix de cœur et de ma carrière. Voilà, et chaque club qui voulait quelque chose de différent. Mais en Tunisie, ici, j'ai vu la meilleure opportunité pour progresser. Le style de jeu, le coach, l'objectif du club coulait avec ce que je voulais pour les 2-3 prochaines années. Ce n'est pas que le nom. Voilà, et c'est le projet qui compte. Et moi, je pense que je me sens bien ici. Je pense que
Voilà, ça me donnera encore plus de maturité. Voilà, afin que vraiment on puisse être vraiment à la hauteur. Alors voilà, donc le joueur se sent très bien en Ligue 1 Pro tunisienne dans son club L'Avenir Sportif de Marsa. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là? Parce que la semaine dernière, il y avait vraiment un bon débat sur son départ et tout. Non, je pense que la Tunisie, c'est quand même un pays de football. Hein. C'est le grand club, des beaux supporters. Et pour lui, peut-être, ça serait pour un tremplin pour se faire connaître peut-être en Europe. Alors, moi déjà, dans ce match, moi je l'ai bien connu, surtout dans ce match entre la SEC et l'Africa, c'était au Félicia. Il avait été intéressant au milieu de terrain. Déjà, même dans ce match, beaucoup disaient c'est un joueur qui peut-être va arriver à la SEC la saison prochaine. Oui, si, c'est beaucoup vrai. Voilà, il y a eu des spéculations sur peut-être sa prochaine destination, notamment en direction de Borobata, le centre d'entraînement, le nouveau centre d'entraînement de la SEC. Maintenant, il fait le choix de la Tunisie. Lui-même, il explique le projet. Bon, on ne sait pas c'est quel projet, parce que plusieurs joueurs parlent de projet, mais derrière, il n'explique pas de quoi il s'agit en ce qui concerne ce projet en lui-même. Mais il a dit quelque chose qui est intéressant, notamment l'entraîneur. S'il est en contact avec l'entraîneur et que l'entraîneur l'a validé, je pense que déjà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que ce n'est pas évident de partir et de se faire accepter par un entraîneur. Parce que dans une cellule de recrutement, on peut trouver des gens qui vont vous faire venir, mais dont votre style de jeu, votre profil ne rentre pas dans lui, son système. C'est ça. Voilà. Donc, si lui, il a l'aval de l'entraîneur pour arriver dans ce club tunisien, là, je pense que déjà, c'est une très bonne chose. Maintenant, derrière, c'est à lui de prouver ce qu'il sait faire. Moi, je l'ai vu jouer, c'est quelqu'un qui peut bien garder le ballon au milieu des terrains, qui sait très bien garder le ballon au milieu des terrains. Et c'est un profil qui est assez intéressant. Alors, on peut lui souhaiter bonne chance. Et puis, on ne sait jamais, vous savez, l'équipe nationale. Peut-être. Ça peut venir. En tout cas, bonne chance à Uriel Dipama. Et puis, merci beaucoup d'avoir fait un coucou à la team de Maestro. Alors, Anissé Oura prend la direction de Turquie. Je sais que cette semaine, depuis la semaine dernière, vous avez sûrement vu cette information sur les réseaux sociaux que l'ex-pensionnaire de l'Africa Sport d'Abidjan et de l'ASEC Mimosa aussi s'est envolé pour la Turquie dans le club de Bouza Sport. Et non, c'est une fake news, c'est très faux. J'ai vu plusieurs pages relayer cette information. On a eu le joueur au téléphone ce matin. Il nous a dit c'est vrai qu'il a été en Turquie pour des discussions avec ce club, mais malheureusement, il n'a pas eu de suite. Du coup, il s'est rendu ce matin même en Tanzanie et il a repris les entraînements pour la pré-saison avec le Zimba SC en Tanzanie. On s'envole maintenant pour l'Italie. Alors, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup voyagé durant cette semaine. Je me suis rendue en Italie pour le plus gros mercato de l'un de nos internationaux ivoiriens. Il s'agit de Christ Oulaï Inao, le joueur qui a été formé à l'académie Jean-Marc Guillou, a signé avec la Fiorentina pour 3 millions d'euros, soit environ 29 milliards de francs CFA. 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, ce qui fait environ près de 30 milliards de francs CFA. Franchement, c'est vraiment beaucoup. Alors, on a eu quelques réactions du joueur sur sa venue dans ce club-là. On écoute ça. Vraiment heureux de rejoindre ce club mythique de l'Italie. Je suis vraiment content, c'est une énorme fierté pour moi de rejoindre ce club. Ça représente que je monte encore, je grandis, j'arrive à attraper des top clubs. C'est la récompense de tout mon travail depuis ces 2 ans. Je suis vraiment impatient. Depuis, je vais m'entraîner avec le groupe. Je veux juste jouer. Je veux juste jouer pour montrer, pour redonner la confiance que le directeur sportif a pris pour me... Je veux représenter ma famille, je suis vraiment content, je n'ai pas les mots. C'est beau, c'est vraiment grand, beau. J'ai jamais vu un centre comme ça. Je suis vraiment impatient de commencer à travailler dans ce centre. C'était une expérience vraiment unique parce que c'était ma première Coupe du Monde avec mon pays. J'étais vraiment content. On n'est pas arrivé là où on voulait, mais c'était quelque chose de beau. Mon position préférée, c'est le numéro 6, au milieu. Et puis, l'équipe de Béret était aussi au stade Félix Houphouët-Boigny ce vendredi lors du match de gala de Yamoussoukro FC contre l'Olympique de Marseille. Le directeur général du club a bien, c'est-à-dire de Yamoussoukro FC, a bien voulu dire quelques mots à notre micro. On écoute ça.
Écoutez, nous, on fait notre parcours, donc on professionnalise, on structure le club, on est un jeune club. Notre objectif, c'est de monter au plus haut. Donc on a fini champion de Ligue 2 cette saison. On a fait monter aussi nos filles. Ça, c'est important et c'est historique, c'est important de le rappeler. En Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'il y a 2 équipes qui montent en même temps. L'équipe féminine monte de D2 en D1 et l'équipe masculine monte de Ligue 2 en Ligue 1. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller prendre la température au plus haut niveau. Et après, on reviendra avec d'autres ambitions. Maintenant, comment est-ce que Yamoussoukro a été choisi? Je ne sais pas. On remercie le ministère du Tourisme qui a choisi Yamoussoukro. Il faut dire qu'on a un partenariat sportif existant depuis le mois de décembre avec l'Olympique de Marseille. Notre académie a un partenariat sportif avec l'Olympique de Marseille, donc c'est peut-être ce qui a expliqué ce rapprochement et qu'on nous a proposé de jouer cette rencontre. Oui, absolument. On a joué avec une équipe très jeune. C'est notre objectif d'ailleurs de jouer avec des jeunes. Je rappelle qu'on a joué avec une équipe qui a une moyenne d'âge de 21 ans en Ligue 2. On a joué la saison avec une équipe d'une moyenne d'âge de 21 ans, donc mon objectif c'est de faire jouer des jeunes. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est extrêmement motivant pour eux de jouer contre des professionnels qui jouent en Ligue 1, qui pour certains jouent la Coupe d'Europe. Donc c'est quelque chose qui est très valorisant, c'est une belle expérience. Merci au DG Frédéric Parasol qui a bien voulu dire quelques mots à notre micro. Et puis la dernière info, ça c'est un vrai béret. Franchement, c'est... Les autres, c'était faux. Non, mais ça c'est un vrai béret, franchement. C'est-à-dire que depuis hier, il y a 24 heures maintenant que les réseaux sociaux sont enflammés. Pourquoi? Parce qu'on dort, on se réveille. On a Vinicius Junior qui a changé de visage. On ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est le Vinicius qu'on a toujours retrouvé avec l'équipe nationale du Brésil, du Real Madrid qu'on voit là. On ne connaît pas les motivations de ce changement. Mais on s'est réveillé un matin, on voit que le joueur, carrément, il a fait une chirurgie de son menton. Je me rappelle que certaines personnes sur les réseaux parlent de l'interview de Neymar qu'il avait faite un temps où on lui avait posé la question de savoir pour lui quel était le joueur le plus laid avec qui il avait joué. Il a donné le nom de Vinicius Junior. Donc certains sont en train de dire que c'est à cause de ça que le gars est parti se refaire son visage et tout. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais en tout cas, Vinicius a changé. Ouais, regardez comment il est devenu. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez du nouveau visage? Moi, je ne pense rien. Non, mais ça l'a dit que... Moi, je suis assis ici, là, je ne vais rien dire. Elle donne une information. Je pense qu'on parle le cas d'Inao, parce qu'il est ivoirien, qui a fait beau transfert à la Fiorentina. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître à l'académie du Kano Majou. Je pense que ce transfert va permettre à Inao de se montrer. Il va aller pas à pas. C'est vrai qu'on pensait à Chelsea, au grand club. Pour moi, c'est un choix juteux pour lui. Je pense que la Fiorentina, Inao va tout casser là-bas. Bon, déjà, il va dans un club qui n'est pas dans le top. Parce que c'est vrai, il y a déjà quelques saisons, la FIO quand même, essayait quand même de titiller les plus grands. Mais cette dernière saison, c'est un club qui est en difficulté, qui se bat pour se maintenir. Donc lui, il arrive et il n'aura pas cette pression-là. En même temps, je pense que ça sera une transition. Parce que vu son talent, vu ce qu'il a apporté, non seulement à la CAN et surtout à la Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne va pas faire plus de 2 saisons du côté de l'Italie. Parce qu'il y a un mécanisme qui est bien présent au niveau du football, c'est-à-dire que lui, si demain, il performe, et ça, je suis sûr qu'il va performer du côté de la Fiorentina, il aura quand même les gros clubs italiens qui vont avoir le regard tourné vers lui, notamment le Milan AC, l'Inter de Milan, la Juventus et peut-être l'équipe de Naples. Or, en Europe, c'est de coutume. Une fois qu'un gros club s'intéresse à vous, les autres gros clubs des autres pays, de facto, au même moment, cherchent à savoir qui vous êtes réellement. Déjà, il a déjà tapé dans les yeux de tout le monde lors du mondial. Donc, ça ne sera pas difficile pour lui quand même de se trouver un autre club après l'équipe de la Fiorentina, qui pour moi n'est pas un club à pression. Donc, on lui souhaite bonne chance. Et puis, ben voilà, dans quelques années, ça sera, je dirais, les cadres de l'équipe nationale. Justement, le futur maestro. C'est fort, ça. Okay. C'est le futur maestro. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bérets de TDM. Merci beaucoup, Marie-Paul, pour ces bérets. En tout cas, c'était bien croustillant, notamment avec Vinicius Junior qui a changé de visage. Mais vous n'avez rien dit. Mais je ne vais rien dire sur ce qu'il a fait. Alors, c'est le moment d'appeler ici nos amis, nos futurs journalistes, nos fous du micro. Voilà, les fous du micro. Alors, Marie-Pierre, je vais prendre le temps d'expliquer tout ce qui se passe ici, les fous du micro. Vous savez, on a des gens qui, au quartier ou peut-être à l'école de journalisme, ont cette ambition-là de devenir journaliste et surtout commentateur. Donc, nous les invitons ici, pendant la team de Maestro, à venir montrer de quoi ils sont capables.
Donc ils viennent, ils vont s'arrêter ici, ils vont regarder l'écran. La réalisation va leur faire venir des séquences qu'ils vont commenter. Et à la suite de cela, nous ici, on va les départager. Ils seront 2 aujourd'hui. On va appeler, ils sont 2, Loukou Hervé et Aoutou Jean-Clarence. Ce sont les 2 qui vont s'affronter aujourd'hui dans cette manche des fous du micro, tout en rappelant que demain, on aura la finale de la semaine et le vendredi, on aura la finale du mois. Pour l'instant, on va s'intéresser à nos 2 candidats, en commençant bien sûr par Loukou Hervé, que nous appelons aussi avec beaucoup d'encouragement. Allez, bonsoir Loukou Hervé. Bonsoir monsieur. Voilà votre écran là-bas. Vous allez suivre l'écran. Loukou Hervé, je le connais. Il est à l'ISTC, si je ne me trompe pas. Voilà. Je le vois souvent commenter quelques matchs au niveau de la haute fréquence à Cocody. Alors Loukou nous vient d'abord de quelle commune? Je viens de Cocody Centre. Cocody Centre. Effectivement. D'accord. Habituellement, on reçoit les gens de Yopougon ici. Hein. On reçoit les gens. Les gens de Yopougon, quand ils viennent là, ils cassent la baraque. Hein. Voilà. Donc, on espère que ça sera le cas pour vous. Au niveau de la régie, si on est bon, on envoie la sauce pour Loukou. Et il va nous montrer de quoi il est capable. Là. On attend bien sûr la régie pour la séquence à commenter de Loukou Hervé. Allez, on va faire un décompte. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Et voilà, chers amis sportifs, nous jouons la 72e minute. Et là, le jeu se poursuit. Les Anglais qui vont répondre peut-être présents et non là. Et le ballon, toujours les Congolais. On va se débattre un peu dans la foulée. On va essayer d'écarter avec son coéquipier le ballon qui est toujours vivant. On va peut-être essayer, il va tenter d'éliminer son vis-à-vis. Et non, il ne pourra pas. Le ballon qui va naturellement sortir dans le décor. Jules Bellingham qui est heureux sur cette action. Merci beaucoup à notre ami Loukou Hervé qui vient là de se produire sur ce match de la Coupe du Monde entre la RDC et l'équipe de l'Angleterre. On rappelle la victoire des Anglais 2-1. C'était la légalisation de Harry Kane sur ce centre de Gordon. Merci. On va inviter maintenant Aoutou Jean-Clarence pour son passage ici. Aoutou Jean-Clarence qui, me semble, vient pour la 2e fois cette saison. Voilà, il était là, je pense que lors de la première manche, lors de l'ouverture. Et là, il a décidé de retenter sa chance. L'écran, il est là. On va faire le décompte avec la régie. Alors, 1, 2, 3. Allez, si c'est bon, on envoie la sauce et puis il nous fait sa démonstration. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ici au stade. Ah oui, là où la Coupe du Monde commence et nous sommes sur la croix pour démarrer cette rencontre entre ces 2 formations qui vont essayer de l'avantage. Des buts 1-0 pour cette formation de l'Angleterre ici. Ah oui, pour cette Coupe du Monde. Et nous vous disons merci de nous accueillir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Notre ami Aoutou Jean-Clarence qui vient de finir son passage à l'instant. C'était la rencontre de l'Angleterre face à la Norvège. C'était plutôt l'égalisation des Anglais puisque dans ce match, ce sont les Norvégiens qui ont ouvert le score. Et ensuite, on a eu l'égalisation de l'équipe anglaise sur cette action de Jude Bellingham. Voilà. Allez, on fait comment? On va départager. On commence par qui? Marie-Pierre. Non, commençons par Marie-Paul. Parce qu'elle, on va lui laisser la latitude de terminer. En beauté. Oui, en beauté. Alors, MPK. MPK. Franchement, what are you doing? Bon, je vais répondre avec beaucoup d'objectivité. Je choisis maintenant? Oui. Il faut parler. Bon. C'est un choix très difficile. Pas parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais bon, c'est un choix très difficile pour moi. Je vais partir sur le 2e. Pas parce qu'il était bon, mais juste pour savoir ses montées, ses descentes, c'est tout. D'accord. Donc, pour Marie-Paul, c'est Aoutou Jean-Clarence qui est le premier. C'est ça. Maestro? Je pense que c'est du 50-50. Hein. Ah bon? Je prends celui qui m'a plus captivé, parce que ça va aussi, le second. Le second, ouais. Aoutou Jean-Clarence et Marie-Pierre? Désolée, moi j'opte pour le premier. Je trouvais qu'il avait un peu plus de pêche. Un peu plus de pêche et il était un peu plus sur les images aussi. D'accord. Voilà, pas trop en retard sur les images. D'accord. Angèle, t'as choisi. La régie. Non, toi d'abord. Alors vous avez choisi qui? Angèle, je ne vous entends pas. Faut départager, s'il te plaît. La régie aussi a choisi le 2e.
le deuxième, qui est Aoutou Jean Clarence. Alors moi, j'ai bien aimé les deux. Voilà. Aoutou qui est parti tout doucement. Au début, on a senti le trac, mais il est parti tout doucement. Et puis ensuite, il est monté en régime, bien posé. Et le premier qui était bien posé, mais qui est monté comme ça, pap, voilà, qui lui aussi nous a fait vivre quelque chose d'assez intéressant. Alors si je dois faire un classement, je mettrai Aoutou Jean Clarence en tête. Et puis Loukou Hervé en deuxième position. Ok, ça marche. Donc, malheureusement, pour le candidat de Marie-Pierre, et c'est plutôt Aoutou Jean Clarence qui arrive en tête de cette manche. Et il est suivi de Loukou Hervé. Ne vous en faites pas, on a la possibilité quand même de faire des repêchages tout au long de nos différents manches, et surtout des demi-finales ou des finales. Voilà. Donc, on espère revoir Loukou Hervé, puisque vous avez aussi la possibilité de vous réinscrire si vous êtes éliminé lors d'une manche. Et puis l'occasion aussi de vous dire que vous avez la possibilité de vous inscrire ou de nous solliciter sur la page Facebook de la 3 afin de vous inscrire et de venir participer à cette rubrique des fous du micro. Donc on rappelle le vainqueur de cette manche, Aoutou Jean Clarence. Il est suivi de Loukou Hervé, évidemment, puisqu'ils étaient deux candidats. Demain, on aura la finale de la semaine et puis le vendredi, on aura la finale du mois. Voilà, maestro, j'ai fini. Et l'occasion maintenant de partir pour le saviez-vous. Alors, dans notre Le saviez-vous du jour, on a décidé quand même de vous faire découvrir quelque chose que vous avez chez vous à la maison, que vous utilisez, notamment le tapis de gymnastique. Alors, l'origine de ce tapis-là, c'est quoi? C'est dans cet élément compilé. On écoute, on revient, et puis derrière, on continue la discussion. Durant le 19e siècle, les exercices physiques et la gymnastique se pratiquaient à même le sol, puis sont apparus des couvertures ou des sacs de toile remplis de paille utilisés uniquement pour le confort lors des exercices abdominaux ou au sol. À partir de la seconde moitié du 20e siècle, avec l'apparition des premières compétitions internationales modernes, les acrobaties deviennent plus complexes. Sont donc développés des équipements de sécurité et de pédagogie. Le tapis de gymnastique est ainsi un équipement sportif indispensable pour amortir les chocs et protéger les articulations lors des exercices au sol. Le tapis de gymnastique est généralement plus épais, entre 3 et 5 cm, que les tapis de fitness ou de yoga classiques qui, eux, sont souvent entre 0,5 et 1,5 cm, ce qui garantit un confort optimal pour les réceptions, les étirements ou la motricité. Pour les clubs sportifs ou les gymnases, on privilégie des grands tapis robustes, souvent équipés de systèmes antidérapants et de bandes velcro pour les assembler. En revanche, pour un usage à domicile ou en déplacement, les modèles pliables ou enroulables sont recommandés pour faciliter le rangement. Merci Anne-Joël. Oui, saviez-vous? Oui. Là, maintenant, je le vous sais. le savez maintenant. Courant, ouais. Vous savez maintenant. Le tapis, vous savez tout sur l'origine du tapis de gymnastique. En tout cas, moi, j'ai fini. T'as fini? Tout est dans ta main maintenant. Merci beaucoup. Moi, je suis très fier parce qu'on a reçu Marie-Pierre Bosquet pour sa résilience, sa performance au courage, sa motivation. Pour moi, c'est l'homme de vie. Tu es moi d'ici, Marie-Pierre? Oh, beaucoup, hein, beaucoup. Mais déjà, je vais résumer ça par la résilience. La résilience, c'est surtout l'envie de toujours, de ne pas baisser les bras, d'avancer, de motiver aussi les autres, parce que c'est cela aujourd'hui l'exemple qu'elle donne. D'abord, elle a déjà parlé de ce film qui a été déjà tourné. Il y a un deuxième qui est en préparation. Mais en passant ici aujourd'hui, c'est un exemple qu'elle donne peut-être à ceux qui nous ont suivis et qui sont dans la même situation, de ne pas baisser les bras, de continuer de se battre, de peut-être aussi... pour ces personnes qui peut-être ne faisaient pas du sport, à lier le sport au traitement médical afin de vite guérir de cette maladie. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Marie-Paul, et toi? Et puis, beaucoup de félicitations. Merci beaucoup. Aujourd'hui encore, avec votre expérience, on comprend l'importance du sport. Franchement, pour ceux qui ne Comme toi, comme ça. Justement, tu as fait le sport maintenant. Oui. C'est vrai qu'avant, je ne faisais pas le sport, mais maintenant, je vais m'y mettre parce que je vois que c'est très important. Ça. Et puis, comme Henri Jo l'a dit, vraiment, félicitations pour votre résilience. Vous êtes un exemple. Et puis, j'espère que les personnes aujourd'hui qui ont le cancer se diront clairement que ce n'est pas encore fini pour eux. Ils pourront ajouter Merci du sport beaucoup. aussi à leur entraînement et puis tout ira bien. Merci. OK. Un mot pour la fin?
Alors un mot pour la fin, on n'est pas obligé de faire des marathons pour faire du sport, on peut aller plus tranquillement. Et deuxièmement, on fait ce que, pour finir, si vous voulez, demain matin, 5h, zone 4, on va courir. Merci Marie-Pierre, merci Joël. Merci Marie. Ils ne viendront pas, mais l'essentiel demain, zone 4. C'était la fille de maestro. On est ensemble. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Allez. Aiglé. Tokos.